Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour, bienvenue à Parents et amis. Nous avons un sujet, j'essaie de dire comment, au plan publicité, marketing, on peut avoir plus gros que ça. Le seul événement qui me vient en tête, c'est les Jeux olympiques. Mais il y a plus gros que ça, les Jeux olympiques. Prof Dupont, Luc Dupont, bonjour. Bonjour Gilles. Donc, ce qui est plus gros que le Super Bowl est pas mal, c'est la Coupe du monde de soccer. Oui, et plus gros que les Olympiques aussi, pour toutes sortes de raisons. La réalité que c'est sur le plan émotionnel, je pense qu'on est complètement dans autre chose. Deux, là aussi la réalité c'est que le lancer du javelot, c'est pas quelque chose que personne qui nous écoute suit là. On suit pas ça. Pas tant, non. Si je te demandais donne-moi le top 3 lancer du javelot cette année, Coupe du monde. Puis dans la rue, je vois pas beaucoup de jeunes s'échanger des cartes de joueurs de javelot. Non plus. Et sur Instagram, bon, puis etc., les médias sociaux, le classique. Alors, il y a des personnages du côté du soccer ou du foot, là, dépendant d'où vous venez, vous n'utilisez pas la même expression, mais il y a tout un édifice au fond de culture pop qui accompagne le soccer, qui n'accompagne pas la plupart des sports, dans le cas des jeux d'été et jeux d'hiver. Au fond, là, c'est ça. Même tu vois, le patinage sur courte piste, là. Oui. On a des gens qu'on connaît momentanément, ponctuellement, aux 4 ans, mais la semaine d'après, est-ce qu'on y pense? Est-ce que tu pourrais me nommer vite comme ça, mettons, 5 athlètes des Jeux olympiques d'hiver? Là, faut que tu y penses un petit peu. Oui. Faudrait que je me force un peu, honnêtement. Puis, évidemment, si je te les nomme, tu vas me dire oui, ça me dit quelque chose. Ça. Mais c'est pas de ça dont on parle. On parle de Messi, on parle de Ronaldo, des gens qui sont suivis sur des plateformes à hauteur de 150, 200 millions de personnes. Et ça, c'est par plateforme. C'est fou. C'est aussi les budgets publicitaires, c'est les codes d'écoute, c'est le nombre de pays, c'est l'effervescence que ça peut susciter. Il y a des gens qui me racontaient à un moment donné qu'ils étaient en Espagne durant une Coupe du monde. L'Espagne jouait à ce moment-là. Ils m'ont dit, écoute, techniquement, le pays était fermé. C'est-à-dire que... J'ai vécu ça en Italie, moi, puis je peux corroborer. J'ai vu. Écoute, j'avais jamais ri de même de ma vie parce qu'il y avait un gros bar. Tu sais, quand tu dis un bar qui fonctionne, puis vraiment, tu sais, à l'européenne, là, il y a du monde, puis tout. Il y avait pas un chat dans le bar. Pourtant, c'était en plein jour. Puis tout le monde était dans la rue avec leur chaise, puis des télés installées dans la rue qui bloquaient la rue complètement, mais on s'en foutait. Moi, j'ai dit, y a-tu moyen d'avoir une bière? Il dit, allez vous servir. J'étais allé au bar, j'ai ouvert, j'ai pris ma bouteille, tout. Il dit, vous payerez tantôt. Non, il y avait plus rien d'autre. Puis quand ça allait trop mal, il cassait des verres à terre. J'ai dit, tu parles d'une folie, toi. Vraiment, là, j'ai vécu ça. Je pense que c'était même la Coupe d'Europe. Imagine-toi, la Coupe du monde, c'est encore pire. Mais Luc, ce qui me semble être un élément qui additionne à l'intérêt puis à l'impact, c'est que plusieurs disent que ça va probablement être l'événement le plus sportif, le plus important jamais présenté en Amérique du Nord. Ce qui va se passer. Et je me demande si c'est pas l'événement, en tout cas télévisuel aussi, médiatique, mettons, culture pop, additionne tout ça ensemble. Si on se remet en tout cas à la FIFA qui dit, à la fin du tournoi, là, des gens qui sur la planète Terre vont avoir regardé au moins un match, là, ça devrait toucher le 6 milliards. Donc, 6 milliards de personnes, c'est la portée globale. Ça veut aussi dire qu'il y a des gens là-dedans qui ont regardé plus qu'un match, là. On s'entend, là. Je connais des gens qui vont ils vont essayer de regarder pas mal tous les matchs, là. Je connais ce niveau de passion-là. Et moi, à Ottawa, ce qui est très amusant, j'ai souvenir de Coupe du monde, évidemment, précédente, où j'entre dans un bar mais absolument la moitié du bar prend pour une équipe. Et l'autre moitié prend pour une autre équipe. Ce qui est assez rare du côté du hockey, on va s'entendre. Mettons à Québec, là. OK, on se mêle pas, autrement dit, personne. Tout le monde est séparé. Moi, je suis de ce bord-là, peut-être l'autre bord. Mais là, dans le cas du foot, parce qu'évidemment, beaucoup de gens regardent au fond des matchs qui impliquent des équipes autres que l'équipe canadienne. Ça fait que, littéralement, t'as la moitié du bord qui regarde l'autre moitié en disant le but qu'on vient de compter, vraiment, on est des champions. Puis l'autre moitié du bord dit non, c'est notre gardien qui est pas bon. Tu te souviens, parce que je rappelle toujours, quand je veux expliquer à mes étudiants ce qu'on appelle la perception sélective, je leur dis toujours, les buts qu'on marque, c'est toujours des buts extraordinaires, puis les buts qu'on se fait marquer, on aurait pu être meilleur, défenseur, etc. Alors sur ce plan-là, le soccer fait pas bande à part. 39 jours, ça aussi c'est un record.
en termes de durée. Alors là aussi, je reviens à ta comparaison avec les Jeux Olympiques. Ouais. C'est 3 semaines, les Jeux Olympiques. Fait que là, on est embarqué dans quelque chose qui va nous occuper plus d'1 mois. Hein? Quelque chose comme quoi, 5 semaines. Il y a plein de, entre guillemets, de préliminaires, des matchs moins importants qui amènent vers les sommets, dans le fond, si je comprends bien. Oui. Et ça fait aussi que des gens qui normalement s'y intéressaient, je dirais pas beaucoup moins, mais certainement moins. On va s'entendre que si l'Italie était là cette année, ben les Italiens seraient particulièrement attentifs. Ils le seront probablement, tu vas me dire, mais peut-être pas avec le même niveau d'émotion que tu le décrivais un petit peu plus tôt. Alors là, cette année, t'as le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie, donc des gens qui sont là pour la première fois. T'as Haïti qui revient après 52 ans. Et c'est drôle parce que j'entendais des gens me jurer que Haïti peut se rendre très très loin là dans le tournoi. Alors les gens à ce stade-ci, psychologiquement parlant, on est tous des gagnants. Hein? C'est un peu comme le début de la saison de la Ligue nationale. Et tu sais, Luc, avant que je l'oublie, j'ai dans ma famille, mon fils Émile est marié avec une Italienne, donc il est maintenant citoyen italien aussi et canadien. Et on me disait, puis elle, c'est une fan, mais c'est une fan d'événements, tu sais, Carla. Puis elle me disait que c'est la honte nationale. Là. Le fait que ça va très mal depuis quelques années en Italie, l'équipe de soccer, puis c'est vraiment la honte. Là. Les gens osent pas en parler, puis c'est un sujet délicat. Là. C'est vraiment une grande peine que les Italiens ont de pas être à la hauteur, de pas être capable de se qualifier. D'autant plus qu'ils ont déjà gagné la Coupe du Monde, évidemment. Puis ça fait pas si longtemps. Écoute, je te dis pas la dernière fois ou la fois précédente, mais ça fait pas si longtemps. Que ça. Moi, de mon côté, tu vois, j'ai une de mes filles qui fréquente un Colombien. OK. Alors, évidemment, la Colombie est là. Alors, lui, ben tu vois ce qu'il fait. Il n'a pas réussi à obtenir de billets. Je précise qu'il y a eu 500 millions de demandes de billets. 500 millions. Pour les 7 millions. Est-ce que les gens savaient comment ça coûtait quand ils en voulaient? Ben, quand tu sais, des fois, ça refroidit un peu, oui, un petit peu. remarque que ça fait beaucoup jaser. Évidemment, pour beaucoup de pays du monde, c'est la première fois qu'on fait face à ce type de prix-là. Mais allons pas loin, Gilles. Le Canadien en série, ben oui. Les billets à 1000 piastres, il était pas rare, là. Il était très, très fréquent. Et puis là, la NBA vient de terminer tout ça. Et là, dans le cas de la NBA, on parlait j'ai vu des billets à 10 000, 15 000, 20 000. Alors, c'est sûr que là, quand tu étais habitué à des billets à 5 $, puis ça nous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de pays là-dedans, sur le plan économique, qui sont pas, mettons, des géants, on va s'entendre. Alors, c'est sûr que là, il y a une surprise. Mais je te reviens sur le copain de ma fille. Oui. Il a pas réussi à obtenir de billets, mais il descend pareil à Miami. Okay. Parce qu'il dit, je veux juste être là, physiquement, pour vivre l'événement. Okay. Parce qu'évidemment, Miami va être un succès remarquable. J'en suis convaincu. Puis je te rappelle aussi que à ce stade-ci, là, au moment où on enregistre, là, ça joue dans quelques heures les premiers matchs. Mais je te rappelle que lors de la Coupe du Monde précédente, on se serait parlé, toi et moi, et on s'était probablement parlé c'est sûr. Du Qatar, de comment on avait construit les stades en question. On parlerait d'esclaves. Il y a des gens qui sont décédés pendant la construction de ça. On a bousculé beaucoup, effectivement. De sport washing, c'est l'expression consacrée. Puis si on recule la Coupe du Monde, l'autre d'avant, là, on était en Russie. Alors, vois-tu que c'est ça qui est fascinant avec les médias. Tout ça était très prévisible. Là. N'importe qui s'intéresse à cette bébête-là le savait. Jusqu'au moment où ça part, on est dans le département de la critique. Puis une fois que ça part, ben là, l'émotion va être tellement forte. D'autant plus qu'il y a 48 équipes cette année. Alors, 50% plus d'équipes que lors de la Coupe du Monde précédente. Il y a des gens qui vont critiquer ça en disant il commence à avoir pas mal d'équipes. On dilue, c'est ça. Mais rappelons-nous que lors de la toute première Coupe du Monde, évidemment, il y avait beaucoup moins d'équipes et qu'avec le temps, spontanément, c'est un cycle, on ajoute ponctuellement de nouvelles équipes, donc de nouveaux pays, donc de nouvelles codes d'écoute, donc de nouvelles commandites, donc de nouvelles ventes de pubs. Parce qu'à la fin, et donc de nouvelles... Alors, tu vois-tu un petit peu l'idée? Et l'autre truc que je trouve génial, c'est que momentanément organiser ces événements-là, ben ça coûte une fortune, puis on le voit avec Toronto et Vancouver sur le plan des implications. Puis la FIFA, sans surprise, elle exerce un contrôle total là-dessus sur qu'est-ce que tu vas faire avant, qu'est-ce que tu vas faire pendant, qu'est-ce que tu vas faire après.
On l'a vu dans le cas de Montréal, il y a des bouts de contrats qui ont été rendus publics, là, où on disait, les événements que vous avez l'habitude d'organiser, là, la F1, tous les événements dans le domaine musical, celui-là, probablement qu'il n'aurait pas le droit d'être là la semaine d'avant, ou celui-là la semaine d'après. Alors, c'est ce qui a refroidi, évidemment, Montréal, en rappelant que, dans le cas de Montréal, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de stade. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on évoque peu, mais c'est un désastre. Parce que autrefois, Montréal aurait fait partie. Le Montréal de drapeau. Et oui. Aurait fait partie de l'événement. Mais là, on n'est plus là, on est complètement... L'ambition à Montréal a pris le bord un peu. Là. Est complètement disparu. Moi, je reconnais pas. Évidemment, j'y vais très souvent pour les conférences au centre-ville. Je ne reconnais pas la ville que j'ai connue à l'époque là où je partais de Québec en autobus, par exemple. Puis je passais une couple de jours à Montréal, puis là, on visitait les magasins parce que dans le temps à Montréal, il y avait tout le temps les affaires. 1 an ou 2 ans avant tout le monde, hein. Souviens-toi, les souliers. Ah oui. Tout ça, en tout cas, un paquet d'affaires. C'est vrai, t'allais pour la mode aussi, t'as raison. T'allais voir ce que les gens aimaient quand ils allaient, par exemple, à Paris ou à Londres. Ils voyaient d'avance qu'ils allaient faire les étalages ici. Mais c'est vrai que Montréal avait cette capacité-là, que Toronto a peut-être plus maintenant. Mais Montréal, tu sais, je répète ma blague que j'ai déjà faite à Télé-Québec qui avait fait rire beaucoup dans le temps, mais c'est une belle ville pour apprendre l'anglais aussi. Parce que c'est la réalité aussi. Là. 4 fois sur 5, quand je suis allé la fin de semaine passée avec ma blonde, on était abordé en français, n'importe où, partout où on allait. Mais en anglais, excuse-moi. Oui, et je vais te dire quelque chose de surprenant là-dessus. Et quand je dis ça à mes amis montréalais, ils aiment pas, mais écoute, c'est la réalité. Je me fais aborder en français plus souvent au centre-ville d'Ottawa qu'au centre-ville de Montréal. Arrête. Alors, parce qu'évidemment, au centre-ville d'Ottawa, tu as beaucoup d'employés. Oui, absolument. Puis qui sont... Dans bien des cas, ils sont bilingues. Donc, autre chose, c'est la multiplication des plateformes médias, c'est la façon de mesurer la cote d'écoute. Ça aussi, ça va expliquer l'explosion de l'auditoire. Donc, je rappelle, plus d'équipes. Les 3 pays. Fait qu'il y a 3 pays, est-ce qu'on est capable de tabler ou d'aller chercher l'avantage du décalage horaire pour les diffusions? Je crois que l'avantage ici, c'est pour les commandites et pour la pub. Alors, mettons, t'es Home Depot, puis t'es pas mal présent dans les trois pays. Là, tu dis, profitons-en sur le plan de la commandite. T'es Budweiser. Budweiser est associé à la Coupe du Monde depuis, évidemment, plusieurs séquences, plusieurs présentations. Coke aussi, j'imagine Coke doit être... Coke, c'est 14% de tous les revenus de commandite de la FIFA. Alors, si tu cherches l'événement, et là, je vais demander aux gens qui nous écoutent, au moment où vous regarderez la Coupe du Monde, vous porterez une attention particulière au moment des tirs de pénalty. Alors, souvent, c'est Coke qui va être là. Alors, je suis convaincu que sur le plan de l'achat des espaces, c'est des choses qui ont été prévues. Et Coke a fait une étude il y a plusieurs années. Ce qu'ils se sont aperçus, c'est que à force de commanditer la Coupe du Monde, ils sont dans l'esprit des gens, consciemment et pas consciemment, donc un peu sans trop s'en apercevoir, associés aux grands moments d'émotion et de bonheur de cet événement-là. Tu vois-tu un petit peu l'idée? Oui. C'est comme c'est ancré vraiment, là. Oui, il fait partie des meubles. Un petit peu comme, dans le temps, je t'ai déjà raconté qu'on faisait les études sur les bandes de patinoire à Québec et Montréal. Oui. Puis on demandait, nommez-moi le média qui est sur la bande de patinoire. Et immanquablement, les gens nous répondaient, à Québec, Journal de Québec, à Montréal, le Journal de Montréal. Or, ils n'étaient pas associés à l'époque. Ils n'étaient pas sur la bande de patinoire. Alors, ce que je suis au fond en train de t'expliquer, c'est que, vois-tu, il y a comme un lien qui est tellement direct que tu finis par conclure que, dans le cas, au fond, de la Coupe du Monde, c'est pas 7-Up, on se comprend. C'est pas Dr Pepper. Non, je comprends. Puis, en même temps, ça fait partie des meubles. C'est comme si je voyais les campagnes publicitaires actuellement qui roulent déjà. On joue beaucoup sur cette émotion-là. En fait, la campagne, ce n'est que ça. C'est des gens qui regardent le match, puis leur équipe compte ou leur équipe compte pas. Oui, absolument. Je veux qu'on parle un peu de... je sais que tu as l'intention d'en parler, mais moi, je veux qu'on parle un peu de pub, mais surtout de technologie. Et ma première question, c'était, n'est-ce pas dans des matchs de soccer qu'on a vu pour la première fois les bandes annonces électroniques qu'on nous impose, en fait qu'on nous place puis mon beau-père disait, hey, c'est incroyable que telle compagnie, mettons Tim Horton annonce même, évidemment, parce que c'était sur les bandes de patinoire au hockey, là, tu comprends, bon, pour que les gens comprennent ce qu'on dit. Mais je pense que le soccer a été peut-être leader là-dedans. Est-ce que je me trompe? C'est-tu un des premiers sports majeurs? Tout à fait raison. OK, je me rappelle, on voyait ça. Tu sais, exemple, je me rappelle
rappelle, la bière, là, mettons que c'est Heineken, je sais pas c'est laquelle, mais puis là, à un moment donné, c'était tapissé à grandeur. Puis là, je me disais, ils ont payé combien finalement? C'était électronique, je me suis fait prendre moi aussi, mais tu sais, t'as une image reculée là, du stade avec plein de monde. Puis tu vois du Heineken, mettons que c'est Heineken ou Budweiser, peu importe, à grandeur tout le tour. Mais moi, mes questions là-dessus, c'est est-ce que, par exemple, si je regarde ça à Miami, je regarde ça en Amérique du Sud, ou si je regarde ça ici à Vancouver, sur mon internet, peu importe l'application que je prends, si c'est l'application officielle ou une application de sport, est-ce que je vais avoir la même personne qui regarde en même temps sur la même application, va-t-il avoir la même pub ou ça va être régionalisé même ça aujourd'hui? Non, dans ce cas-ci, compte tenu évidemment des montants qui sont en jeu, reprenons l'exemple de Coca-Cola avec 14% de toute la cagnotte. C'est sûr que au moment où Coke annonce, c'est la pub de Coke que tu vas voir. La technologie dont tu parles, effectivement, elle a été utilisée initialement dans l'univers du soccer. Et la Ligue nationale de hockey a reconnu que cette technologie-là, maintenant qui est utilisée dans le hockey de la Ligue nationale, hein, tu l'as vu durant les séries, c'était fortement inspiré du soccer. Okay. Et c'est une des entreprises qui offrait ce service-là en Europe, qui a dit ça, on pourrait vous faire ça aussi à vous autres. Alors, au début, on était, évidemment, comme dans toutes les nouvelles technologies, un peu sceptiques en disant, vous êtes sûr, vous êtes capable de faire ça avec le hockey? Et si on est capable de le faire avec le soccer, d'après moi, on va être capable de le faire ça se peut, hein? avec le hockey. À une nuance près, tu auras remarqué que c'est toujours avec la caméra centrale qu'on est capable de le faire. Oui. Parce que c'est avec elle qu'on travaille, puis c'est elle qui coûte un petit peu plus cher aussi à programmer. Parce que dès qu'on a d'autres caméras, par exemple, il y a une bataille, puis là, on change l'angle de la bataille durant un match de la Ligue nationale de hockey. Oups, tout à coup, si t'es un petit peu curieux, tu t'aperçois que, je viens de voir la pub locale, tu sais, je la vois, là. Là, je la vois. Moi, c'est quelque chose qui me saute d'en face, mais c'est juste ma maladie à moi. Mais je le vois tout de suite. Dans le cas du soccer, ce que tu vas voir, ce que je vais voir, c'est ça que la planète va voir à cause, encore une fois, des montants qui sont impliqués. Et dans le cas des principaux commanditaires, alors sans surprise, il y en a pas beaucoup qui vont nous surprendre. Adidas qui, à bien des égards, a donné naissance à tout ce volet marketing-là, un petit peu par accident. On est en 1970, c'est les c'est la Coupe du Monde au Mexique, et Adidas décide d'approcher la FIFA en disant, on vous fournirait un ballon. On est à l'époque du début de la télévision couleur, et c'est la première Coupe du Monde qui va être retransmise en couleur et en direct massivement à l'échelle planétaire. Mais comme on est au début de la télévision en couleur, Adidas a une idée absolument géniale, c'est on va avoir un ballon noir et blanc. Puisqu'encore beaucoup de gens regardent les matchs en noir et blanc. Vois-tu un petit peu l'idée, Gilles? Oui. Je rappelle toujours pour ceux qui se posent la question, pourquoi les couleurs de foncé puis pâle au hockey, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, je pourrais prendre bien d'autres sports, mais c'est juste parce que dans le temps, avec la télévision noir et blanc, c'est important d'être capable de dire, ça c'était l'équipe, ça c'était l'autre équipe. C'est juste ça la réalité, là. C'est amusant. Quand on le sait après, c'est criant. On se dit, oui, maudit, j'aurais dû y penser. Simonac, comment ça? Alors, Adidas fournit ça parce que jusqu'à ce moment-là, ce qui est très drôle, c'est que chaque pays qui reçoit la Coupe du Monde fournit les ballons. Je sais pas si tu vois un petit peu l'idée. Hey, Joe, va donc m'acheter des ballons. Alors, t'arrives avec les ballons. Dans le temps, les ballons sont bruns. Alors, c'est pas l'idéal. Adidas arrive avec son fameux ballon. Puis, je suis sûr que même si on est en podcast, il y a plein de gens qui ferment leurs yeux, là, puis ils voient le ballon. Tu sais, blanc, tu le vois-tu avec les petits, tu le vois, hein? les hexagones, je vais pas me tromper, là. Mais Coca-Cola est là. Visa. Alors, pour acheter tes billets cette année pour la Coupe du Monde, ça te prenait une carte Visa. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est très original du côté de la FIFA, c'est de dire, la commandite, c'est pas juste quelqu'un qui arrive avec des affiches, c'est aussi quelqu'un qui s'implique. Okay. Alors, Adidas dit, je vous fournis le ballon, puis je vais vous en fournir un, évidemment, chaque année. D'autant plus qu'Adidas s'est aperçu que durant chaque Coupe du Monde, les ventes de produits liés au soccer augmentent de 8 à 10% à l'échelle planétaire. Alors, c'est pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça vaut quelque chose, cet argent-là? Puis je rappelle que ces commanditaires-là dont je te parle ont payé entre 150 et 200 millions. 150 et 200 millions. Mais il faut que ça soit conséquent, dans le fond. Par exemple, on pourrait pas imaginer, parce que notre oncle connaît un joueur de la Coupe du Monde, aller dans le vestiaire puis voir des joueurs prendre de l'eau qui est d'une compagnie dérivée de Pepsi. C'est impensable, là. Impensable. C'est jusqu'au bout de la ligne. C'est-à-dire que si c'est Coke qui est là puis qui paye 200-300 millions, c'est sûr qu'il n'y aura pas de Pepsi. Donnez-moi une chance. L'ensemble de l'œuvre, ça va être Coke, là.
Absolument, et c'est extrêmement vérifié. Oui, hein. Je dis ça aussi parce que durant les séries du Canadien, on a voulu organiser un match, un visionnement de match à Gatineau. Oui, Gatineau, oui. Puis l'équipe d'Ottawa a dit c'est à nous autres, c'est notre marché, vous avez pas le droit de faire ça. Puis là les gens étaient fâchés, mais évidemment ça s'appelle la business qu'on est en train de raconter. Alors je te donne un exemple très concret de ce que tu viens de raconter, Gilles. Lors des Jeux en Afrique du Sud, il y a des gens qui sont arrivés habillés, des jeunes filles, des jeunes hommes, tous habillés d'une certaine couleur, associés à une marque de bière qui n'était pas, elle, liée à la Coupe commandite. Du Monde. OK, je comprends. Exact. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés les chercher durant le match. Ils les ont arrêtés. Et dans certains cas, ils les ont poursuivis en disant vous aviez pas le droit de faire ça. Alors c'est très très sérieux. Alors ces entreprises là, donc Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai, Kia, puis on va plus jouer Kia au Canada, soit dit en passant, Qatar Airways, Aramco et Lenovo, l'ordinateur, les ordinateurs. Alors ceux-là, c'est mettons ce que j'appellerais mes 7 entreprises top là, temps plein. 4 ans, 150 à 200 millions. Au-delà de ça, t'as ceux qui disent, sais-tu quoi, moi je le fais, mais pour cette Coupe du Monde-ci. Alors, je reviens à ta question tantôt le fait qu'il y ait 3 pays, est-ce que ça change quelque chose? Ouais. Ben, Budweiser dit, nous, les derniers Jeux au Qatar, souviens-toi, Gilles, au moment où on faisait l'entrevue, je m'en souviens même très, très bien, toi et moi, le Qatar a dit, vous pourrez pas vendre de bière, d'alcool dans les stades. C'est vrai. Et ils l'ont su, souviens-toi, 2 jours avant. Et c'est là que Budweiser a une idée de génie. Ils ont fait un pause qu'ils ont retiré très rapidement, mais je dirais que dans ce cas-ci... Le message avait passé. Le message avait passé, oui, c'est ça. C'est qu'ils ont dit, l'équipe qui va gagner va avoir la bière. Puis je précise qu'en réalité, tu pouvais boire de l'alcool au Qatar. C'est juste que tu devais acheter un billet qui te donnait accès à des zones particulières autour des stades. Vois-tu un petit peu comment, à la fin, faut toujours gratter un petit peu. Et j'ai vu ces vidéos-là, donc j'ai vu comment ça se passait. Bank of America, une des top 2 banques aux États-Unis avec JP Morgan, McDo, pas de besoin, Verizon, Frito-Lay. Ah, Frito-Lay ici. Ça, c'est Pepsi quand même. Ça, c'est Pepsi. Vois-tu? Okay. Alors, ça aussi, ça revient encore une fois à ta question, elle fun. C'est que, dans le fond, c'est ça. Frito-Lay pourra jamais te dire durant la Coupe du Monde, en passant, on est une division de Pepsi. Mais tu vois un petit peu l'idée? Puis, je regarde en bas de ton annonce, là. As-tu mis un tout petit logo de Pepsi? Non, mais t'as pas le droit de faire ça. Pas le droit. Alors, ça aussi, t'as une entreprise chinoise, puis t'as Unilever. Alors là, Unilever, ça va être intéressant parce que c'est le savon, c'est le shampoing, c'est le détergif, etc. Alors là, j'ai hâte de voir, est-ce que c'est la marque Unilever qu'on va commanditer ou c'est plutôt les produits? Moi, je crois que c'est les produits parce que je maintiens toujours que si tu rentrais tantôt après on sort dans la rue puis on dit bonjour, connaissez-vous Unilever? Moi, je pense que personne autour de chez nous connaît Unilever. Puis si on leur demandait c'est quoi qu'ils font, ils font-tu plus Tide ou ils font plus Arctic Power ou ils font-tu un petit peu puis on se mettrait à gratter, on s'apercevrait qu'entre Unilever puis Procter & Gamble, il y a une certaine confusion. Alors eux, pour être là juste un an, 65 à 100 millions. Alors, c'est sûr que dans le cas de McDo, c'est probablement un petit peu plus élevé. Budweiser, je suis certain qu'on est dans le 100 millions. Quand tu payes 100 millions, là, juste pour être sûr que je comprenne bien, là, je prends une chance. On est là pour ça, pour bien comprendre. Ils payent 100 millions pour participer à la Coupe du Monde ou ça inclut toutes les pubs qui vont être présentées de leurs produits? Oui, c'est juste la commandite. Alors là aussi... fait que s'ils placent des pubs... Non, j'ai une question. Écoute, c'est l'expérience. Oui. Faut que ça serve vieillir, mais pas je soupçonne que tu connais évidemment une partie de la réponse. J'ai quand même pas naïf. Non, mais on est là pour ça. Non, je sais à qui je parle. Faut penser qu'il y a des milliers de personnes qui écoutent. Mais il y a absolument. Mais tu fais bien de le préciser parce que effectivement, on n'a pas encore acheté une seule pub. Depuis tantôt, notre conversation, là. C'est de la commandite. Il y a de la commandite. C'est juste être capable de dire coucou. C'est moi qui est là. On est avec la Coupe du Monde. OK, fait que le 30 secondes, le 60 secondes, les 10 secondes, tout ça est payé. En plus. Oui. Et là, je m'en voudrais de pas citer. Puis j'ai envoyé, au moment où on se parle quelques instants avant, j'ai envoyé mon infolette parce qu'évidemment, cette semaine, je parle de cet événement. C'est très vendeur, ton titre aussi. Mais je cite Pierre Delagrave, puis je peux pas ne pas le citer parce que
j'ai appris un paquet de choses. J'ai toujours dit, j'ai un bac en placement média, mais là, tu vas me dire, c'est quelle université qui te l'a donné? Puis c'est pas une université. C'est juste à 5h15 le vendredi à être là quand tout le monde était parti. Tu vois-tu? Oui. Puis je me souviens, à 6h moins quart, Luc, quand est-ce que t'arrives? On est au Dagobert dehors en train de manger. Pierre est encore au bureau, puis il est dans son bureau, puis je l'ai pour moi tout seul. Tu vois un petit peu l'idée? Et puis il y a rien de plus intéressant pour toi à ce moment-là. Même une bière, même des amis, même une belle fille, zéro. De la grave. Oui, bon, oui. Je comprends très absolument, bien. Absolument. Je dirais, oui, puis j'étais célibataire dans le temps, je précise. Précisément au moment de l'anecdote que je te raconte. Et je te compte pas de blague, t'as raison. Je suis sûr. J'aurais eu le goût de te dire, je peux arriver à 7h30, ils vont être encore là. Tu vois-tu un petit peu l'idée? Ouais. Je vais en avoir manqué un petit bout, mais je vais me reprendre, je vais me reprendre vite. Au Dagobert, j'étais capable j'avais 2-3 trucs, là, pour me reprendre vite. Mais, je reviens à Pierre. Pierre disait, oublie jamais, pour maximiser une commandite, faut que tu investisses au moins $1 de pub pour chaque dollar de commandite. Parce que si tu fais juste la commandite, mais tu me le dis pas que tu es le commanditaire. Je ne saurais pas. Comment tu veux que je le sache? Si McDo achète pas dans les prochaines semaines au Canada, des millions de dollars de pub, comment je fais pour savoir que McDo est associé? Comment je fais pour savoir ça? Même chose pour tous les autres. Pour Budweiser, ça va être malade, Est-ce qu'on peut s'attendre, parce que tu parles de ça, donc on va parler un peu de conception, prof Dupont, est-ce qu'on peut s'attendre, tout comme dans des grands moments, les Olympiques, le bye-bye ici au Québec, les grands moments rassembleurs là, en direct, là, parce que ça va naître, surtout plus on va avancer dans le tournoi, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des pubs léchées et impressionnantes, des pubs nouvelles et tout à fait dynamiques liées aux Olympiques, souvent t'avais mettons que c'est Rona prenait un marteau puis il faisait du ski avec, tu comprends ce que je veux dire, on jouait avec les sports. On peut faire ça avec le ballon évidemment. Fait que est-ce que tu t'attends des pubs impressionnantes liées au sport qu'on présente? Il y a déjà beaucoup de choses qui sont sorties, mais effectivement, ce que j'appellerais dans le sac à surprise, la pub, les meilleurs, probablement s'en viennent. Dans le cas de Coke, compte tenu de ce qu'ils investissent annuellement là-dedans, eux, ils ont dit, on sort les campagnes tout de suite. On va reprendre une vieille toune de Van Halen, Jump. Oui. On va la refaire, évidemment, avec des artistes contemporains. Ils vont donner leur petit twist. Remarque que l'esprit de la toune, elle a pas changé, là. Ouais. Puis l'idée, je reviens tantôt à la notion d'émotion. Donc, Coke s'est vraiment aperçu que dans la tête des gens, ils sont importants dans ce que j'appellerais la grande fête du foot. La toune, tu devineras que c'est quoi? C'est des gens qui regardent le match dans leur salon, puis là, leur équipe compte. Puis là, ils sautent, n'est-ce pas? Jump. L'autre truc, et je trouve ça très audacieux de la part de Coke, c'est qu'ils se sont associés à Panini. Alors, Panini, c'est la grande marque de collants, appelons-les les cartes de foot, mettons. Okay. Nous autres, c'est O-Pee-Chee dans le temps, puis c'était Topps, mais eux, c'est Panini. Je te dis ça parce que j'ai souvenir que dans le cas les tournois de hockey internationaux, c'était Panini qui avait généralement... C'est pas évidemment, vous avez compris que c'est pas le Panini dans le grilled cheese, là. Non, effectivement. Un autre Panini. Oui, et eux, alors c'est les fameuses cartes, évidemment. Et ce qui est amusant, c'est que Coke s'associe à cette entreprise-là. Alors, les bouteilles deviennent des vecteurs, des points de contact avec les autocollants. Je sais pas si tu vois un petit peu. Oui. C'est comme si, mettons, j'avais décidé que, puis c'est pas au hasard ce que je te donne, c'est quelque chose qui a déjà existé. Je te dirais, on va établir un partenariat avec une compagnie de détergifs. Puis quand tu achètes ta boîte de détergifs, en fouillant dans la boîte, tu as un cadeau dedans. Vois-tu un petit peu? Alors, c'est un petit peu le même principe avec Coke. Alors, tu vas avoir 300 millions de bouteilles, ce qui est quand même substantiel, on va s'entendre, sur lesquelles tu vas avoir les fameux décalques en question des joueurs. Et ça, la beauté, c'est que, comme tu as 48 équipes, tu es capable d'identifier des joueurs pour chacune des équipes, puis tu es capable pour chacun des marchés de t'assurer que c'est ces décalques-là qui sont aussi disponibles massivement. Alors ça, je trouve ça brillant. Et c'est une Coupe du Monde un peu particulière parce que tu as la fin d'une époque avec Messi et Ronaldo. Ronaldo a dit que c'était sa dernière Coupe du Monde.
Alors, ça veut dire que s'il gagne pas, tu vas le voir pleurer dans les prochaines semaines. C'est sûr. Je peux pas imaginer qu'il va quitter sans aucune émotion. C'est un gars, il est total. Intense, on oui. On l'aime pas, très intense. Moi, j'aime bien, puis j'aime bien Messi aussi, puis sont totalement aux antipodes sur le plan de la personnalité, mais ça n'empêche pas que les deux sont fameux. Alors, dans le cas de Messi... mais Messi, faut que tu parles un peu de Messi, mais je sais que plusieurs disaient quand il s'en venait aux États-Unis pour jouer en Floride, c'est ça? Faut pas que je me trompe. Oui, bon, on disait il va avoir un impact, mais je suis pas certain qu'on pensait qu'il y aurait un impact aussi grand et sur le sport et sur l'intérêt des Américains pour le sport et sur la pub et la valeur mais c'est incroyable quand c'est rare qu'une personne par son talent dans ce cas-ci, par sa présence et son talent, fait un déplacement comme ça puis va engendrer des changements aussi fondamentaux, aussi structuraux parce qu'on dit que il est responsable en grande partie d'un intérêt vraiment bonifié des Américains pour un sport qui avait de la misère à lever aux États-Unis. Donc, c'est ce gars-là. C'est incroyable. Oui. Fait que si s'il gagne 100 millions, on se dit, c'est pas cher. Avec l'impact qu'il y a, il est pas cher. C'est ça, faut le dire de même. C'est pas ce que ça coûte, prof Dupont, c'est ce que ça vaut. Et vous me l'avez dit souvent, puis je suis d'accord. Mais lui, c'est l'exemple parfait. Messi, c'est l'exemple parfait. Et je te rappelle que je pensais que c'est Ronaldo qui le ferait. Ça, là, c'est une décision audacieuse. Hein. Je te rappelle que Messi s'est fait offrir plus d'1 milliard en Arabie Saoudite. Alors, s'il calcule juste les scènes, il dit, je m'en vais en Arabie Saoudite. Ben oui. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Ronaldo, c'est ça qu'il a fait. Ouais. Alors que Messi, il aura été, puis je pense, je veux pas déjà le dire au passé, mais en tout cas, il a certainement joué un rôle excessivement important dans la suite des choses, parce que même depuis quelques jours, l'Argentine a joué quelques matchs préparatoires avec des différentes équipes. Dans chacun des cas, le stade aux États-Unis, il est absolument plein. Il a joué pour la première fois, je crois, dans des stades universitaires. Alors là, ça veut dire 100 000 personnes. Et c'était plein. Et Messi, moi je suis Inter Miami à la semaine. Ah oui, ok. Un gars que moi, pour moi, je trouve l'effet Messi, il est fantastique parce que, par exemple, il joue à New York, il compte contre l'équipe à New York et il a un standing ovation. Et je l'ai vu les premières fois parce que je te rappelle qu'en France, ça s'est pas bien passé pour toutes sortes de raisons. Moi, je pense qu'ils avaient un cadeau. Je pense que les Français, là-dessus, ils l'ont échappé. J'ai eu 2-3 chicanes sur les médias sociaux en racontant ça, mais je vais te leur dire encore. Je pense qu'ils n'ont pas été gentils avec Messi. Je pense qu'ils avaient un beau cadeau. Alors que les Américains, eux, qui partent totalement à zéro, tu me diras, les Français partent pas à zéro, etc. Mais les Américains ont dit, ça, nous, on est chanceux de l'avoir, puis allons le voir. Et partout où ils se promènent dans la MLS, souvent on change de stade, hein, t'as remarqué ça? Oh oui. C'est qu'on joue normalement dans un stade de, je sais pas, 15-20 000, puis là on dit, sais-tu quoi? Ben à New York, on va aller jouer dans le stade des Yankees. Puis je te donne un exemple concret. Le terrain sera pas réglementaire. Là, le puriste qui nous écoute dit, c'est pas correct! Mettons, il manque 5 pieds d'un côté. Tu vois un peu le genre? Ça va être serré un peu, mais sais-tu quoi? Ça va être plein. Puis en plus, Messi joue, puis t'as une photo au loin de Babe Ruth. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Les dieux du stade, ben oui. Les dieux du stade, absolument. Exactement. Et là-dessus, c'est sûr que Beckham a ouvert la porte avec le Los Angeles, le Galaxy. Et c'est sûr que Pelé a ouvert... Là, il y a des gens qui vont dire, ouais, Pelé, c'est loin un petit peu, mais avec le Cosmos de New York. Je précise, Gilles, pour la petite histoire, c'est une anecdote que je me plais toujours à raconter, je la trouve extraordinaire. Je reviens encore en 1970, la Coupe du Monde. Je t'ai raconté tantôt le ballon Adidas, n'est-ce pas? Où Adidas dit, on fournirait le ballon, nous. Puis évidemment, 4 ans plus tard, ils ont vu les ventes de ballons, donc ils ont dit, non seulement on fournirait le ballon, mais on ferait la commandite. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Pelé, la même année, on est toujours en 70. Lui, il est assis dans le vestiaire, avant un match, puis il regarde tous ses coéquipiers qui signent des deals avec des marques de chouclac, des marques de chaussures de sport, à crampons. Donc, Puma, Adidas, etc. Puis il dit, comment ça, moi, j'en signe pas de ça? Et c'est là qu'il y a un des gars qui signe ces ententes-là, dit, écoute, toi, t'es sur une liste noire. C'est qu'on sait que si on te signe,
le prix pour signer les autres va exploser. Ça va monter. Évidemment, les autres vont pas vendre plus cher que toi, mais le gars qu'on achetait à 50 va peut-être nous coûter 60 000. Tu vois un peu l'idée? Et toi, évidemment que tu vas nous coûter plus cher que ça. Donc, Puma et Adidas, qui, je le rappelle toujours, ont été créés par deux frères qui se détestaient. C'est assez unique en Allemagne. On s'est entendu. Lui, on y touche pas. C'est la clause Pelé. On y touche pas. Mais à un moment donné, il y a un des vendeurs de Puma qui dit, hey, moi, là, cette entente-là, j'en ai rien à foutre. Alors, Pelé, évidemment, entend ça. Il est fâché, puis il dit, sais-tu quoi? Dans le fond, si tu me l'avais offert, j'aurais accepté pour pas mal moins cher que tu penses. Ah oui, combien? 120 000. Signé! Deal! Alors, Pelé signe avec Puma, pas avec Adidas. Et là, écoute bien l'histoire, c'est là que l'histoire est extraordinaire. Et j'ai mis dans mon infolette le YouTube de cette image-là. Non, pas de l'image, mais du vidéo, Gilles. Okay. C'est la beauté d'Internet, là. C'est complètement capoté. Je te raconte l'anecdote, puis je te la montre. Alors, Pelé est au début du match. Il y a ses Pumas d'un pied, on se comprend. Donc, c'est les quarts de finale. Brésil contre Pérou. C'est le Brésil qui remporte le pile ou face, puis qui commence avec au milieu du terrain, puis là on part là, tu sais, quand on frappe le ballon le petit initial. Mettons l'équivalent de la mise au jeu, mais il n'y a pas d'opposant devant toi. Je vulgarise tout ça pour ceux qui suivent pas du tout le soccer, le foot. Pour les autres, vous savez évidemment exactement de quoi je parle. Alors, ça commence, l'arbitre siffle, OK, on peut commencer le match. Oups! Pelé lève la main. Attends un peu, faut que j'attache mon soulier. Il se penche. Ben oui. La caméra le suit. La caméra le suit, exact. OK, là, l'arbitre fait, OK, là, t'aurais peut-être pu attacher ton soulier un petit peu avant. Oups! J'ai 2 souliers! Les 2 sont détachés! Faut que je rattache l'autre! Il se replie. Il rattache son soulier. Dans les semaines qui vont suivre, Gilles, parce que là, tu sais ce qu'on vient de créer, là. On vient de créer le marketing sportif pour la Coupe du Monde. C'est ce qu'on vient de faire. Okay. Les ventes de Puma explosent de 300%. Fait qu'ils viennent mettre au monde la Coupe du Monde version marketing, puis ils viennent mettre au monde les commandites, puis ils viennent mettre au monde les porte-paroles dans un contexte de soccer comme ça. C'est une anecdote extraordinaire. Est-ce qu'elle avait été planifiée par, mettons, un organisateur de pub? Ça avait été, OK, c'est ça. Ça peut pas être, je savais bien que c'était pas improvisé, là. Mais je me disais, est-ce que c'est l'idée de Pelé ou c'est quelqu'un qui dit, voici ce que tu pourrais faire? Ben, comme toutes les bonnes idées, j'ai vécu ça une couple de fois à l'université. Quand ça marche, c'est l'idée de tout le monde. J'ai vécu ça. Ben non, mais j'ai fait du brain pendant 20 ans. C'est pareil. Qui a eu l'idée? Oui. Écoute, on parle de la même affaire, là. Moi, je sais très bien c'est quoi. C'est ce qu'on appellerait la nature humaine. C'est le problème en vieillissant. C'est ça. Et quand ça marche pas, c'était toi, ça, hein? Ouais. Ça, faut jamais t'en faire ça. Tu m'en fais jamais ça. OK. Oh, j'aurais le goût de le raconter. OK. Donc, on continue, Gilles. Ben oui, absolument. Je t'ai parlé de Coke, je t'ai parlé évidemment des je t'ai pas parlé des chips. Je t'ai parlé très brièvement des Frito-Lay, ouais, les chips, c'est ça. Oui, Lay's. Parce que ce qui est amusant ici, c'est qu'ils ont fait une étude, puis ils se sont aperçus que 70% des gens qui vont regarder les matchs dans les prochaines semaines vont avoir un sac de chips à côté, ou des noix, ou tu vois un peu de Doritos, peu importe, des croustilles, mettons, appelons ça comme ça, ou des snacks. Fait que ils ont dit, mais si Coke va être le breuvage, c'est sûr qu'il faut être les chips. Ouais. Puis là-dessus, ils sont forts. L'autre, c'est évidemment Visa. Alors là, dans ce cas-ci, l'entente, un peu à l'instar d'Adidas, c'est de dire, si vous voulez acheter des billets, ça vous prend une carte Visa. Fait que c'est un peu comme ça qu'ils l'ont fait. Et je te rappelle le chiffre, moi, qui me renverse, chiffre dévoilé par la FIFA, 500 millions de demandes de billets cette année. Et ça peut expliquer bien des choses. À côté de ça... Est-ce que les prix pour être dans un stade sont liés au stade et au marché du stade? Ou c'est... OK, parce que je me disais, ça peut pas être la FIFA qui c'est ça, je comprends. C'est la FIFA qui a instauré les prix dynamiques. OK. Et là aussi, je me permets une parenthèse, Gilles. Les prix dynamiques, ça veut dire qu'ils montent un peu comme dans l'aviation. S'il reste moins de place, les billets sont plus chers, c'est le même principe? Parce que presque toutes les compagnies d'aviation maintenant fonctionnent avec ça, là. Oui, tu veux voir Argentine avec Messi, dont tu vas parler tantôt. Tu veux voir le dernier match de Ronaldo? Il reste moins de place, donc ça est rendu à tel prix. Il reste moins de place, ça va coûter un petit peu plus cher. Oui, puis je me permets une parenthèse importante, Gilles, parce que j'ai entendu quelque chose. Juste avant l'entrevue, je pense que je l'ai vu 10 fois sur YouTube. OK.
c'est pas de la faute de Trump, le prix des billets. C'est pas de la faute de Trump. Puis le prix dynamique, c'est pas de la faute de Trump non plus. Tout ce qui est en lien avec la vente des billets, c'est la FIFA. Alors, la FIFA a dit cette année, on va mettre plus d'équipes. Il y aura donc plus de matchs. Donc, on va vendre plus de billets. Puis comme on est dans le marché nord-américain, on voit ce qui se passe dans les autres sports. On s'aperçoit que notre billet à 12 piastres, il est ridicule. Tu sais, c'est un petit peu comme une fois de temps en temps, je rencontre des gens puis qui me disent le prix du billet au festival d'été, il est cher. Puis à chaque fois que j'entends ça, évidemment, je manque j'allais dire de m'évanouir, mais là, je veux pas trop en mettre. Non, mais t'es pas tout seul. Mais je suis renversé et je dirais gentiment, sortez. Tu sais, oui. Parce que le prix du billet, la réalité au moment où on se parle du festival d'été, c'est que c'est même pas le prix normal pour un show ailleurs. Coachella. Oui. Alors, 3 jours pour 500 au lieu de 140. Oui. Il est donné. Alors là, ce que viennent de réaliser beaucoup de gens, puis je comprends que c'était le fun des billets à 12 piastres. Je comprends ça. Moi aussi, je peux te sortir mes vieux billets des Nordiques. Là. Je rappelle toujours que mon billet de saison, pour 40 games, plus les 2 premières rounds de série, plus les 5 matchs hors concours, me coûtait 350 piastres au total. Aujourd'hui, 350 piastres, c'est un billet, n'est-ce pas? Oui. Mais dans le temps... Le match ordinaire, il n'y a pas de série là à 350. Oui, non, puis j'ai encore gardé le contrat. C'est sûr que la dactylo... Je suis sûr que c'est vrai. Oui, le pire, c'est-tu quoi? Une fois de temps en temps, juste pour te dire comment je suis malade. Je me dis, il faudrait que je l'ai encore. Et j'ai quelqu'un pour te faire sourire parce qu'on regarde toutes sortes de cochonneries. Moi, tu sais que il y a eu beaucoup de promos qui étaient liés justement aux Nordiques parce que il y avait le zoo. À l'époque du zoo, les Nordiques, t'as quand même, il y a eu des bonnes années puis des mauvaises aussi puis ça. Mais récemment, quelqu'un qui m'a écrit et me dit, ça a l'air que tu serais le seul gars à Québec qui pourrait me trouver la suce de Lindros. Parce que, tu sais, Lindros voulait pas venir jouer à Québec. On avait fait des suces, marqué Lindros nordique ou je sais pas trop quoi. Puis on avait distribué ça sans la permission des Nordiques au Colisée de Québec. Puis ça avait fait un scandale. Mais ça a fait rire tout le monde. Mais ça a fait scandale parce qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Mais on n'a pas été en prison pour ça. Mais effectivement, j'ai dit au gars, je pense que j'en ai encore. La suce emballée de Lindros, j'ai encore ça. Mais sérieux? C'est tellement drôle parce que ça a été une affaire. Tu te rappelles-tu que ça a été fait à Québec? Très bien. C'est quoi? Pas plus tard que peut-être 6 semaines, YouTube me l'a montré. C'est peut-être pour ça que j'ai une demande. J'ai une demande pour la suce. En tout cas, on ferme la parenthèse, on revient à la Coupe du Monde, mais comme quoi? Gilles, on sauve pas. Non, OK. Si t'as une suce, il t'en reste une. Ouais. Je la veux. Arrête. OK. Ça m'en prend 2, donc ça m'en prend 2. Oui. Parfait. OK. Cherche dans tes vieilles boîtes. Je continue. Je suis en déménagement, donc si je suis en plein déménagement, ça se peut que j'y vois, là. OK, parfait. Donc, j'avais une question avant de l'oublier sur la pub, toujours revenons sur le sujet, mais la pub canadienne, est-ce que les grands annonceurs nationaux, comme mettons Canadian Tire, Tim Hortons, pourront être vus en payant le prix que ça coûte, mettons, à Toronto ou dans les réseaux sportifs canadiens? Alors, c'est pas mal les mêmes annonceurs que je t'ai nommés tantôt. OK, il y aura pas d'annonceurs canadiens, à ton avis? Il va y avoir des annonceurs canadiens. Oui, non, je nie pas qu'il va y avoir il va évidemment avoir des annonceurs canadiens, mais ce que j'appellerais la tendance lourde. OK, ça va être les gros commanditaires. Le gros, c'est les gros. Les plus présents, ça va être Budweiser et McDonald's et Coke et les autres. Et Coke, okay, oui, je pense que tu vas les voir à répétition. Beaucoup. Tellement qu'à la fin, connaissant le marché canadien, il y a moins d'argent, donc on tourne moins de pubs, moins de concepts. Ça va être répétitif. D'après moi, dans 30 jours, tu vas trouver ça tannant. Surtout que quand je regarde la pub du Super Bowl au Canada chaque année, AEW, je prends les exemples canadiens, là, AEW et les autres, là, je trouve ça généralement pitoyable là, comme publicité. Alors, c'est sûr qu'au Canada, le jeu est un petit peu plus limité. Il y a moins de moyens financiers, évidemment. Puis sur le plan créatif, je pense que il y a aucune comparaison avec les États-Unis. De la même manière que quand je regarde la pub du Bye Bye, je suis forcé de constater que les meilleurs créateurs publicitaires au Canada, ils sont au Québec. C'est clair. Ouais, je suis d'accord. D'accord. Et ça s'expliquerait culturellement, là, ça serait un cours, mais tu dois en parler à tes étudiants à l'université, oui, c'est sûr, moi, sûr. Évidemment que la beauté de où j'enseigne, c'est que c'est au quotidien que je vois tout ça, puis que je comprends que c'est un pont entre Gatineau puis Ottawa, mais la réalité,
c'est plus qu'un pont. Et sociologiquement, il y a quelque chose qui est absolument renversant. Fascinant, oui. Parce que politiquement, c'est pas deux pays, mais sociologiquement, je crois que c'en est deux. Je reviens donc au maillot, tiens, parce que ça, c'est l'autre truc. Évidemment, ça prend un ballon pour jouer, ça prend des maillots, puis ça prend des chouclaques. Ça prend des dans le temps, je m'échappe, là, je donne mon âge, des chouclaques. Mais ça prend des souliers. Des espadrilles, des souliers, mais chouclaques, on se comprend pareil, là. Mais dans le temps, c'était des chouclaques. Donc, Adidas va commanditer 14 équipes. Alors, ça veut dire que les chandails de ces équipes-là, c'est des chandails Adidas. Ce qui est remarquable, je crois, et c'est une entreprise dont on n'a toujours pas parlé dans le podcast depuis le début, toi et moi, Gilles, c'est Nike. C'est vrai. Parce que Nike, historiquement, avait rien à voir avec le soccer, rien à voir avec le foot. Et ils ont réussi, à travers le temps, à force de pub, de commandites également, à s'associer ou à créer en tout cas un espace qui est significatif. Et cette année, c'est 12 équipes. Donc, Adidas 14, pour une entreprise, au fond, qui est là depuis, je dirais, les tout débuts de ce que j'appelle, moi, la version marketing de la Coupe du Monde. Alors, 1970, c'est pas la première Coupe du Monde, mais c'est ce que j'appelle, moi, la naissance du bébé marketing, foot. C'est Adidas. Nike suit avec 12 équipes, dont les États-Unis et le Canada. Alors, comme ça se tient aux États-Unis, au Canada, c'est certainement significatif. Et au-delà de ça, t'as Kappa, Umbro, t'as Puma, et qui, lui, habille 11 équipes. Alors, dans le fond, Puma est pas très loin de Nike. Et là, regarde la stratégie, Gilles. Je la trouve géniale. C'est qu'au fond, dans la vie, il faut toujours que tu acceptes que une partie de ce que tu es capable de déployer comme effort marketing est lié à tes moyens pécuniers, financiers. On est d'accord? Ça veut pas dire que sur le plan créatif, t'es pas capable d'avoir une meilleure idée. Mais ça veut dire que la réalité, c'est que si tu avais des meilleures idées à répétition, un matin, Adidas ou Nike va t'appeler. On s'entend là-dessus, c'est l'implacable réalité. Alors, mettons que vous êtes bon, un matin, Coke vous appelle. C'est ça que ça veut dire. Alors, ici, ce qui est amusant, c'est que Puma habille 11 équipes, mais Puma dit, nous, là, on n'a pas les moyens d'Adidas. Je te rappelle que Puma, donc, c'est le frère de l'autre, hein, 2 frères. J'ai pas les moyens de mon frère, évidemment que les 2 sont décédés depuis, là, mais j'ai pas les moyens d'Adidas, mais qu'est-ce que je peux faire? Ben, il y a plein d'équipes qui, juste avoir un chandail, ils vont être contents, n'est-ce pas? Ouais. Il y a probablement des équipes qui sont dans des marchés, mettons, appelons-les secondaires. Là, vous allez me dire, c'est quoi des marchés secondaires? Ben, Puma se concentre beaucoup, par exemple, sur l'Afrique. En disant, là, il y a quelque chose qu'on peut faire ici, qui est substantiel. Et en même temps, ben, une fois de temps en temps, il y a toujours une équipe qui va se faufiler. Il va avoir, durant cette Coupe du Monde-ci, une anomalie. C'est-à-dire, il y a une équipe qu'on voit pas venir. Ben oui, comme quand il est arrivé dans la Ligue nationale de hockey durant une série. Il y a toujours ça. Moi, j'ai souvenir, je vais reculer dans le temps, mais la première fois que c'est arrivé pour une équipe africaine, c'est le Cameroun, qui s'était rendu très, très loin et qui avait une équipe extraordinairement sympathique. Parce qu'il y a des équipes pas sympathiques, n'est-ce pas? Souvent, les équipes de première place, c'est pas les équipes les plus sympathiques. Alors, la beauté, dans le cas de Puma, c'est qu'ils sont associés à des joueurs sympathiques. Et dans ce cas-ci, 11 équipes. Alors, c'est significatif. Puis, à côté de ça, ben, t'as tous les autres. Parce qu'une fois que Puma a identifié ces 11 équipes, probablement qu'ils se sont dit, on a fait le tour. Puis là, arrivent d'autres joueurs. Prends Umbro, qui sera un exemple. Puis qui dit, nous, on n'a vraiment pas beaucoup de moyens, mais peut-être qu'on pourrait identifier 1 ou 2 pays qui sont là pour la première fois, puis s'associer à ces équipes-là. Vois-tu un petit peu le... Oui, très bien. Pour être à la hauteur de nos ambitions et nos moyens. Oui, alors, mettons, prends Marathon. Marathon, je les connais pas. C'est ça, là, honnêtement, je les connais pas. Mais ils disent, ben, on va identifier un pays, puis on va être capable de faire un petit bout de chemin. Là aussi, pour ceux qui s'intéressent, dans mon infolette consacrée à cette histoire-là de Coupe du Monde, j'ai un très beau tableau dans lequel vous avez tous les commanditaires. C'est assez impressionnant, ouais, j'ai vu ça tantôt. C'est très
c'est très amusant. Et je vais revenir sur une petite, c'est une aparté par rapport à ce que tu as dit, mais tu as parlé d'Adidas. Puis petite anecdote, je comptais à mon fils que quand moi j'étais, tu sais, quand j'étais jeune, là, je vais exagérer volontairement, là, tenez le volant à 2 mains, là, mais je rêvais, mettons, à l'âge de 12, 13, 14 ans, je commençais à penser à avoir des enfants peut-être plus tard, avoir ma première auto à moi, tu sais, des rêves qui existent peut-être un peu moins pour l'auto aujourd'hui, là, mais quand même, c'est plus les voyages, peut-être les jeunes, mais tu sais, il y avait ça, mais il y avait aussi, dans quelque chose de plus accessible, d'avoir des Adidas Gazelle. Les fameux espadrilles Gazelle. Mais là, on parle des années 70, là, OK? Oui. Puis là, quand j'ai dit ce qui est revenu, parce que Adidas, c'est peut-être un des plus beaux retours, puis peut-être moi qui m'ont impressionné, parce que c'est une bebelle de 75, il y a 50 ans. Ils ont ramené dans les dernières années, ils s'appellent pas Gazelle, mais c'est exactement le même. Tu sais de quoi on parle, là, avec les 3 lignes blanches, là. C'est fantastique. Ils ont mis plein de couleurs différentes, ils ont été très, très audacieux dans leurs couleurs, tout ça. Mais c'est un succès retentissant, puis j'ai dit, je sais pas qui, parce que tu sais que si on faisait un brainstorm puis on disait, tu sais, les fameuses espadrilles qu'on avait il y a 50 ans, on devrait ressortir ça. On a une société qui évolue, ça prend des nouvelles idées. Pas toujours. Et ça, en tout cas, moi, je trouve que je disais à mon fils, je trouve que c'est un retour exceptionnellement bien réussi. De Adidas. Oui, Es-tu d'accord avec ça? Oui, absolument. Et là, c'est drôle que tu racontes ça aussi. Je précise que j'ai 3 filles, donc j'ai beaucoup d'histoires avec mes filles, mais j'en ai une qui m'est arrivée avec ça hier. Et ils sont magnifiques. Les anciens Gazelles, autrement dit les 3 lignes, une couleur qui doit être superbe, hein, c'est ça? Oui, et c'est des couleurs évidemment qui existaient dans le temps, parce que dans le temps, oui, c'est ça. Dans le temps, t'avais comme, mettons. J'ai vu un pastel jaune là exceptionnel, j'avais le goût de les acheter tellement ils étaient beaux. J'en ai vu, moi aussi je les ai vus et je me suis dit aussi. T'étais jaloux de ta fille, c'est ça que tu dis dans le fond. J'ai regardé, là je me suis dit, j'explique-tu que j'en ai eu quand j'avais 15 ans. Mais en même temps, c'est que sur le plan du choix des couleurs et des combinaisons de couleurs surtout, parce que c'est surtout ça à la fin là. Oui. Là, on est complètement ailleurs. Puis je soupçonne que, mettons, tu as une combinaison de couleurs en tête. Là, tu dis j'aimerais ça qu'il soit de cette couleur-là. Je soupçonne que la combinaison de couleurs existe. Et tu peux l'acheter. Adidas a fait ça aussi avec d'autres souliers, les Stan Smith. Ah, OK. Les Stan Smith, je connais, oui. Oui, dans le temps. Moi, ça reste encore aujourd'hui, je les trouve encore magnifiques. Puis on a eu ça aussi avec toutes sortes d'autres. Oui, c'est vrai. Mais les Converse, je pense les Converse, ça aussi j'ai souvenir de mes jeunes qui arrivent avec des Converse en disant ils sont-tu beaux ces nouveaux souliers-là. C'est pas si nouveau là. J'en avais en 70 quand je faisais du skate dans la côte de Robert Bourassa, le tunnel là, qui mène à Place Laurier, Place Sainte-Foy. Je sais pas si tu le vois, le tunnel. Oui. Ben, moi, j'ai souvenir du tunnel, mais pas ouvert, tu vois-tu? Mon Dieu. Okay. Oui, et là, dans le temps, on descendait. C'était du Vallon dans le temps, là. Ça doit pas être Robert Bourassa encore, non? Oui, c'est ça, c'est du Vallon. Oui, du Vallon. Oui, effectivement. J'ai souvenir de ça très très bien là. Je te dis pas que ça a duré longtemps, qu'on pouvait s'amuser comme ça, 3-4 semaines là, mais est-ce qu'on excuse-moi pour la Coupe du Monde, parce que je reviens au ton, mais on est capable de faire des apartés, c'est le fun. Mais je pense que oui. Est-ce que pratiquement ce qu'on a estimé, est-ce qu'on est capable de savoir l'intérêt canadien, américain, de l'Amérique du Sud aussi, pour pas juste le monde entier, parce qu'on sait que c'est fort le mondial, là, mais est-ce qu'on sait si ça va être écouté localement? Est-ce qu'on s'attend à ce que les gens embarquent là-dedans? C'est l'été, tu vas me dire, là, mais c'est quand même gros, là. Puis on est assez rapidement fanat d'événements. Prends le Canadien, la poussée du Canadien en série a fait qu'il y a des gens qui me disaient, moi, j'écoute même pas le Canadien, j'écoute l'événement, j'écoute, tout le monde l'écoute, je l'écoute. Tu sais, c'est pas le côté mouton, mais le côté, il y a un événement, on se réunit puis on le regarde, tu sais. Est-ce que ça va faire ça même au Canada, tu penses? Je crois qu'on va tenter, évidemment, si tu parles d'un niveau d'émotion similaire à ce qu'on peut observer n'importe où ailleurs. On sera pas italien, non, évidemment pas. Non. Parce qu'encore là, si je te demandais, nomme-moi 3 joueurs de l'équipe canadienne. Alors, moi, c'est impossible. Alors, même le joueur d'orgue, je sais pas c'est qui. Si je te disais, il y a l'un des meilleurs joueurs, un petit virus, un petit problème de santé là depuis une couple de jours, tu me dirais, je n'ai pas entendu parler. Non, je pense que mais toi, oui. On est là-dedans. Mais je crois que ça contribue
certainement la popularité du sport, dans un univers, je le rappelle, qui est essentiellement un univers de business, parce que si on est capable, juste l'espace d'un instant, d'oublier que c'est des matchs de foot, puis je prétends pas que ça en est pas, mais la réalité, c'est qu'on est toujours dans le marketing. Aux États-Unis, lors de la dernière Coupe du Monde qui a été présentée là-bas, en 94 de mémoire, lors du premier match, on avait fait un sondage. Ce qu'on avait constaté, c'est que 70% des gens qui ne savaient pas que cet événement-là avait lieu. Là, je crois que cette fois-ci, il y a plus de monde qui sont au courant que l'événement va avoir lieu. Pour toutes sortes de raisons, entre autres des raisons démographiques, au Canada comme aux États-Unis. Je crois que c'est une Coupe du Monde qui va être davantage suivie que les Coupes du Monde précédentes. Et n'oublions pas, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec de où on part, que pendant longtemps en Amérique du Nord, voir l'ensemble des matchs, c'était impossible. Je dis souvent ça à mes étudiants parce que si tu posais cette question-là à mes étudiants, évidemment, ils sont là-dedans, mais vraiment 24 heures sur 24. Là. Je te compte pas de blague, Gilles. J'avais déjà raconté à Paul Arcand que mes anecdotes de hockey marchaient moins dans mes cours et à ton ami Alain Crête, d'ailleurs, qui était là cette fois-là. Ils avaient ri les deux beaucoup. J'ai souvenir de ça. Ils avaient trouvé ça très amusant. Mais c'était pas une blague. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça. Alors, c'est sûr que cette coupe-ci-là va être davantage suivie et tu regarderas le nombre d'annonceurs et le nombre de pubs et la FIFA, pour d'ailleurs faire plaisir aux gens qui retransmettent les matchs, a aussi inventé des espaces publicitaires cette année, hein, en disant, OK, le petit défaut avec le soccer, le foot, c'est qu'on n'avait pas prévu ces espaces-là à l'origine, hein, parce qu'à l'origine, c'était du sport. Alors que dans le cas de la NFL, reconnaissons que si on avait à créer à nouveau le sport, on changerait pas grand-chose au niveau de la séquence, parce que tu as un premier jeu, un arrêt, un deuxième jeu, un arrêt, un troisième jeu, un arrêt, hein, n'est-ce pas? Ouais. Après ça, tu as un botté, l'autre équipe reçoit le ballon, hop, on fait un caucus, bon, etc. On peut mettre de la pub partout. Partout. Et ils le font d'ailleurs. Et ils le font d'ailleurs avec beaucoup de talent. Alors que dans le cas du foot, c'est un peu ça le problème. Alors, tu vas avoir des pauses, il fait trop chaud. Exemple. Ben ça, la réalité, là, c'est une pause publicitaire. Et il y a certaines chaînes à travers le monde qui ont dit, nous, on est tellement des puristes qu'on va pas profiter de ces espaces-là. Mais je suis convaincu que dans d'autres univers ou d'autres juridictions, entre d'autres pays, je pense au Canada ou aux États-Unis, je suis sûr qu'on va... Mais en partant, vois-tu, il y avait au Qatar, il y avait 64 matchs, puis là, ils vont être à 104. Si je comprends bien. Fait que déjà, il y a plus d'espace, plus de possibilités. Moi, ma question, ce serait la dernière, mettons, sur cette, il y a bien d'autres choses à dire, là, mais, il y a eu une tendance que moi j'ai notée. Je dis pas que c'est eux autres qui ont lancé l'affaire, que j'ai noté avec les Jeux Olympiques. À un moment donné, on s'est rendu compte que les coûts étaient tellement, exorbitants qu'on a commencé à regarder 2 pays en même temps, quelques villes en même temps, donc, pour être un peu moins sacro-saint comme les Jeux ont toujours été. Puis, est-ce que tu penses que cette nouvelle, avancée de la FIFA, c'est-à-dire 3 pays, 16 villes différentes, est-ce que ça peut marquer le pas pour qu'on voit ce genre d'alliance ailleurs dans le monde éventuellement? Je pense que oui, d'autant plus que la prochaine, allons pas très loin, 2030, c'est le Maroc, le Portugal et l'Espagne. Et voilà, donc on a tracé le chemin. Des matchs, oui, et comme on va fêter le 100e anniversaire de la création de cet événement-là, l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay vont aussi recevoir des matchs. Alors, tu vois un petit peu, on est déjà dans une espèce de logique similaire. Et oui, je serais pas surpris que dans un futur pas très éloigné, on se dise, compte tenu des coûts, la beauté dans le cas du Portugal, l'Espagne et le Maroc, ils sont tellement proches. Hein? Et ça fait même à certains égards plus de sens que même cette année. Parce que je sais pas si tu as jeté un petit coup d'œil sur la carte. Tu as des équipes qui vont voyager en Titi-Monac. En Titi. Oui. Parce que tu as des matchs au Canada, mais tu as Vancouver d'un côté, tu as Miami de l'autre côté. Miami va être un succès remarquable parce que c'est le hub, évidemment, de l'Amérique du Sud. N'importe qui est allé là, d'ailleurs, arrive à l'aéroport, puis déjà, moi, quand j'arrive là, on ne me parle qu'en espagnol, puis là, faut que je leur explique. J'ai peut-être la face d'un gars qui pourrait être d'Amérique du Sud, mais je suis... T'es un imposteur sur la langue. Je ne suis qu'un humble Québécois, mais je suis pas pire avec... Oh là! J'ai mes 3-4 phrases là-dessus. Alors, salut, Prof Dupont. Bonne Coupe du Monde. Merci, Prof Dupont. Salut.